jetez-le par la fenêtre, vous faites ce que vous voulez. Ce que j'aimerais vous dire aussi, c'est que la présentation, peut-être qu'elle est un peu provocatrice. Pour quelle raison? Parce que j'ai toujours adopté l'approche de Socrate, c'est-à-dire que finalement, ce qui m'intéresse, c'est de vous inciter beaucoup plus à réfléchir sur vous-même et à partir de vos propres compétences, plutôt que de vous fournir un certain savoir que les collègues vont vous communiquer par la suite au niveau de leur communication. Chacune des communications prises à part, en fait, elle s'inscrit dans un cadre qui est celui du discours scientifique. Sauf que ce que vous devez retenir, c'est que dans sa plénitude, le discours scientifique, en fait, il repose sur trois sortes de savoir qui est combiné au savoir conceptuel, lui-même combiné au savoir méthodologique. C'est-à-dire que pour qu'un discours scientifique puisse se tenir, il faudrait la combinaison justement de cette tripartite. Une chose que vous devez retenir, s'il vous plaît, pourquoi est-ce que nous avons besoin du savoir conceptuel? Eh bien parce que tout simplement, en l'absence de concept, tout discours scientifique n'est que du verbiage. Ce n'est que du verbiage et rien d'autre. Nous avons besoin de la méthodologie, sauf que la méthodologie n'est pas un ensemble de recettes. La méthodologie, c'est être capable de prendre ou de faire telle ou telle décision en temps voulu et dans des circonstances sans aucune contrainte. Bien, c'est pour cela que finalement, ce que vous allez voir, je vais vous présenter beaucoup plus certains aspects méthodologiques. Ce que vous constatez ici, c'est que au niveau de ma diapositive en fait, elle est partagée en deux grandes parties. Vous avez le premier tiers à gauche. Généralement, c'est la partie où je vais noter certains éléments que vous devez retenir. Et les deux autres tiers qui sont à droite, eh bien, tout simplement, c'est pour les besoins de mon exposé. Une chose aussi que vous devez retenir, et là, je m'adresse beaucoup plus à nos futurs enseignants, à nos étudiants. D'habitude, nous sommes fascinés par la technologie, par tout ce qu'elle nous propose. Et à ce moment-là, nous avons beaucoup plus tendance au niveau des PowerPoint à utiliser énormément les animations. Non, ne faites pas cette erreur. Ce que vous devez savoir aussi, c'est que lorsque vous présentez votre diaporama, il faudrait éviter que chaque diapositive comporte énormément de texte. Sauf si vous êtes obligé, bien entendu. Et à ce moment-là, le problème, c'est que lorsque vous me donnez du texte à lire, le problème, c'est que mon auditoire, il va se transformer en lectorat. Et si vous devenez lecteur parce que vous êtes en train de lire le texte que je vous ai proposé, eh bien, vous ne me prêtez plus votre attention. C'est pour cela que finalement, grâce à la technologie, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous manipuler. Je vais vous contrôler. Et à chaque fois, je vais vous donner une information goutte à goutte. Vous voyez? Donc, je n'ai qu'à cliquer tout simplement. Bien, ce que vous avez constaté, s'il vous plaît, c'est que nous avons une caricature. Et cette caricature, en fait, elle est assez représentative. Au risque de vous choquer, vous avez quelqu'un, un personnage, ça pourrait être n'importe qui, c'est tout le monde. Ce personnage est en train de se noyer. Il est attiré de par le fond. Mais attiré par quoi? Il est attiré par tous les instruments, les outils que lui propose la technologie parce qu'il n'a pas été capable de faire un certain discernement. Vous le voyez aussi, mon personnage, il est déshabillé. Pourquoi? Parce que vous l'avez constaté, grâce à ou à cause des réseaux sociaux, nous avons tendance à subir une certaine mise à nu. C'est-à-dire que nous sommes en train de nous dévoiler et nous avons l'impression que c'est bien. Non, c'est à peine si le personnage finalement est capable de respirer. Il est en train de suffoquer. Bien. Heure et malheur de l'intelligence artificielle. Une chose aussi, là aussi je m'adresse beaucoup plus à mes étudiants. J'aurais pu mettre par exemple heure et malheur de l'IA. Sauf qu'au plan de la démarche scientifique, il faut absolument éviter les acronymes dans les titres. Les acronymes, vous les utilisez par la suite, lorsque les gens en ont pris connaissance. C'est pour cela qu'au lieu de mettre l'IA, j'ai mentionné intelligence artificielle. En ce qui concerne le titre aussi, ce que vous constatez, c'est que généralement, et vous devez savoir, un titre, ce n'est pas un énoncé. Un titre n'est pas une phrase. C'est pour cela que les titres n'ont pas de ponctuation finale. Ils ne se terminent jamais par un point, sauf s'ils se présentent, bien entendu, sous forme d'interrogation. Donc, il y aura un point. Le point d'exclamation, vous n'y avez pas le droit. Un titre s'organise au niveau de titre. Vous voyez, vous avez un titre principal en caractère gras, avec une certaine taille de police. C'est toujours le fameux phénomène de l'entonnoir. Donc, vous avez heure et malheur de l'intelligence artificielle. Et là, bien entendu, je suis en train de jouer sur les mots. Vous savez, les titres, en fait, ils appartiennent à différentes typologies. Il peut y avoir des titres informatifs, il peut y avoir des titres descriptifs. Ici, c'est un titre plus ou moins énigmatique. C'est un titre, quelque part, qui est provocateur aussi. Donc, heure, c'est pas une erreur, ce n'est pas une erreur. Hein. Heure, ici, c'est finalement, c'est tout ce qui est bénéfique. Sauf que
La dénomination que vous connaissez le plus, c'est bonheur et malheur. Vous voyez, donc, heure, c'est tout ce qui est positif, malheur, ce qui est négatif, mais de qui? De l'intelligence artificielle. Le problème, c'est que lorsque vous utilisez tel ou tel terme, vous devez savoir, vous devez absolument connaître leur référentialité. J'aurais pu dire les avantages et les désavantages de l'intelligence artificielle. Le problème, c'est que si je parle d'avantages et de désavantages, donc en fait, je ne présente qu'un certain outil, qu'un instrument. Mais lorsque je parle d'heure et de malheur, mon personnage, en fait, ou plutôt l'élément, il devient un personnage. Parce que qui peut éprouver des heures ou des malheurs? Seule une personnalité, donc quelqu'un qui a une certaine psychologie. Donc c'est comme si j'avais affaire à un être vivant. Vous voyez? Donc heures et malheurs de l'intelligence artificielle. Ensuite, vous avez un sous-titre. Vous voyez, et je n'ai pas mis les 2 points. Parce que d'habitude, qu'est-ce que vous faites? Vous avez votre titre principal, les 2 points, et ensuite vous présentez les sous-titres. Non, niveau de titre. Le titre principal, et en fait, je reviens à la ligne. Et qu'est-ce que vous avez? Golem et Frankenstein. Les dangereuses subtilités du ray technologique. Le mot ray, à l'origine, il porte un S, même s'il est au singulier. Qu'est-ce qu'un ray? C'est tout simplement un piège, c'est un filet. C'est le filet de la technologie. Le problème, c'est que à l'heure actuelle, nous sommes envoûtés, séduits par la technologie, par tout ce qui est technique. Mais lorsque vous adoptez une approche technique, quel est le risque? C'est que finalement, ce qu'on a l'habitude de considérer comme étant le débat public, il est écarté. Écarté au profit de qui? Au bénéfice de qui? Au bénéfice de ce qu'on considère comme étant l'expertise scientifique. C'est comme si la science, en fait, elle était capable de répondre à toutes les questions, ce qui est totalement faux. Et je parle de la science au niveau humain. La science, elle procède par bond et rebond. Des fois, elle est obligée de revenir en arrière. Donc, Golem et Frankenstein, les dangereuses subtilités du ray technologique. Une chose sur laquelle j'aimerais attirer votre attention, s'il vous plaît. Ne confondez pas innovation pédagogique et innovation technologique. L'innovation technologique, elle a toujours existé. L'innovation pédagogique, elle a toujours existé. Lorsque nous parlons de l'intelligence artificielle, en fait, elle ne date pas d'hier. Lorsqu'on a commencé à s'y intéresser, c'était déjà à partir des années 1956. Vous voyez, c'est-à-dire que, au lieu de subir les effets de mode, je préfère tout simplement faire partie du mouvement de mode. Quelle est la différence? Le mouvement de mode, c'est vous qui proposez la nouveauté. L'effet de mode, on est des moutons de panurge. On ne fait qu'imiter, on ne fait que suivre tout simplement. Bien. Ce point de départ, en nous laissant partager avec d'autres nos doutes et nos certitudes, la conscience est réflexive. Et c'est ce qui m'intéresse, que vous soyez capable de réfléchir par vous-même. Que vous soyez autonome et non pas hétéronome. Donc, en nous laissant partager avec d'autres nos doutes et nos certitudes, la conscience réflexive. Qu'est-ce que ça signifie? Celle qui évalue en permanence nos propres jugements nous permet de prendre collectivement de meilleures décisions, de sorte que le groupe fait systématiquement mieux que le meilleur de 2 individus. D'ailleurs, la tradition, elle a toujours dit, 2 têtes réfléchies, c'est mieux qu'une. Là aussi, je vais m'adresser beaucoup plus à nos étudiants. Vous avez remarqué que j'ai utilisé 2 couleurs différentes. Pour quelle raison? J'ai utilisé l'orangé pour attirer votre attention. En quelque sorte, ce sont les mots-clés. Vous n'êtes pas obligé de retenir la totalité de la citation. Mais finalement, ce sont les mots-clés qui vont, que vous allez retenir. Donc, quoi? Conscience réflexive, évalue en permanence son propre jugement, collectivement, et meilleure décision. Et là, vous retenez l'essentiel. Oui, vous retenez l'essentiel. Une chose aussi, ce qu'on oublie de dire à nos étudiants en tant qu'encadreur ou la directeur de thèse ou directeur de mémoire, c'est que nous avons affaire à 2 grandes sortes de citations. Je ne parle pas de la citation directe, indirecte, etc. Non. Il y a 2 sortes de citations. Vous avez ce qu'on appelle la citation d'information et la citation d'opinion. La citation d'information, c'est tout simplement des informations plus ou moins neutres, telles que certaines définitions. Mais la citation d'opinion, c'est ce que pense tel ou tel auteur. Vous voyez, c'est ce qu'il pense. Et donc là, ça n'engage que sa responsabilité. Donc il va falloir faire la différence. Et vous dites, tiens, finalement, cette citation que j'ai extraite pour les besoins de mon mémoire ou pour les besoins de ma thèse, est-ce que c'est une citation d'information ou est-ce que c'est une citation d'opinion? Si c'est d'information, c'est bon. Citation d'opinion, je dois être très prudent. Hier au soir, avec les collègues, nous avons eu l'occasion de discuter de la différence qu'il y avait entre le point de vue et l'opinion. On a l'habitude de les confondre, et pourtant non. Le point de vue, c'est le lieu
la géographie où vous vous placez. Par exemple, je suis ici, donc je suis à droite. Vous voyez, est-ce que je peux voir ce qu'il y a derrière moi? Non. Donc je ne peux n'avoir aucune connaissance à condition de me retourner. Et c'est en fonction de ce point de vue, c'est-à-dire du lieu où je me place, que je vais formuler telle ou telle opinion. Hier, je disais également à mes collègues, si vous posez la question à quelqu'un de savoir ce qu'est une idée, il va vous répondre. Vous lui demandez de l'expliquer, il sera embêté. Mais intuitivement, il sait ce qu'est une idée. Vous lui dites, bon, maintenant, est-ce que tu sais ce qu'est une pensée? Il dira, oui, je sais ce qu'est une pensée. Lui demandez pas d'expliquer, il le sait intuitivement. Maintenant, suivez-moi. Lorsque vous avez une première idée qui rencontre une deuxième idée, qu'est-ce que ça vous donne? Ça vous donne une pensée. Le résultat de la pensée est un jugement, la formulation du jugement est une proposition. C'est comme ça que vous devez réfléchir. Vous voyez? Bien. En inventant nos esclaves, avons-nous créé nos maîtres? Ce que disait tout à l'heure notre collègue. Finalement, est-ce qu'ils vont nous servir ou ils vont nous asservir? Eh oui, vous savez, la tradition finalement, qu'est-ce qu'elle nous dit? L'argent est un bon serviteur, mais c'est un mauvais maître. L'intelligence artificielle, c'est exactement la même chose. Et d'ailleurs, pour certains spécialistes, on ne devrait pas parler d'intelligence artificielle parce que l'intelligence ne peut pas être artificielle. La dénomination exacte serait beaucoup plus informatique heuristique. C'est l'informatique heuristique. Bien, finalement, donc en inventant nos esclaves, avons-nous créé nos maîtres. Avec ChatGPT, pour la première fois, une intelligence artificielle va-t-elle prendre le dessus sur l'homme? Et là, c'est une citation qui appartient justement à Abel Cassis, qu'elle l'avait formulée en 2023. Sauf que là, vous le constatez, ce n'est pas une citation d'information, c'est une citation d'opinion, c'est ce que l'auteur pense, et ça n'engage que sa responsabilité. Bien. Ne me demandez pas de prononcer en anglais, je prononce très mal. Mon fils, il pourrait le faire, lui, c'est lui qui est spécialiste en anglais. Mais l'essentiel de ce que vous devez retenir de cette, j'allais dire, de cette caricature ou de cette illustration, c'est que vous l'avez constaté. Pourquoi est-ce que l'un des personnages, il avance? Parce qu'il a su s'adapter aux conditions extrêmes, aux circonstances. Au lieu d'avoir des cubes, eh bien, tout simplement, il en a fait une boule. Donc, il est beaucoup plus intelligent, il a su s'adapter. Donc, il faut justement travailler avec intelligence. Donc, ne demandez pas à l'intelligence artificielle de faire votre travail à votre place. D'ailleurs, on le sait. Demandez-lui de vous aider. C'est tout à fait possible. Mais attention, n'acceptez pas le tout comme cela. Il faut être capable d'un recul critique. Bien, le golem. Qu'est-ce que le golem? Le golem, au départ, selon les légendes juives, c'est tout simplement un être artificiel. Et pourquoi artificiel? Parce que quelque part, il a été fabriqué par l'être humain. C'est un être artificiel, mais sa particularité, c'est d'être à forme humaine. Mais attention, il est animé par un parchemin. Par un parchemin fixé sur son front. Et lorsque nous parlons de parchemin, ça nous ramène à la dimension de l'enseignement-apprentissage de la langue, n'est-ce pas? C'est la parole. Et dans notre propre religion, que dit Dieu? Kun fayakun. Vous voyez, c'est ce qu'ils ont voulu faire avec le fameux golem. Mais le golem, l'être humain, même s'il fabrique, en vérité, il y a une chose que l'être humain ne pourrait pas donner. C'est quoi? C'est qu'il est incapable de donner une âme, roh. Ça ne lui appartient pas. Quel que soit le développement technologique, et finalement, au lieu d'avoir un être, nous aurons un être certainement, mais au lieu qu'il puisse posséder une âme, ce sera une sorte de démon. Vous voyez, parce qu'il sera dépourvu d'âme. Donc, être artificiel à forme humaine, animé par un parchemin fixé sur son front. Et vous savez, la langue hébreu et la langue arabe, c'est d'abord des langues sémitiques, elles ne sont pas très éloignées l'une de l'autre, n'est-ce pas? Si maintenant vous reprenez le terme golem, et si vous essayez de le transposer, nous avons à la fois rôle, mais nous avons également rolem. Et qu'est-ce que le rolem? C'est justement celui qui est à notre service, mais que nous sommes en train d'éduquer. Bien. Cette figure, et je parle de la figure du golem, cette figure revient en temps de crise, arborant tel Janus. Vous savez que le Janus, selon la mythologie gréco-romaine, c'est un dieu à double face, parce qu'il peut voir des deux côtés. Donc Janus, un double visage, celui de l'espoir, puisque le golem est peut-être considéré comme étant sauveur et messie, mais en même temps, celui de la monstruosité. Celui de la monstruosité. Pourquoi est-ce que je préfère citer le golem? Parce que je vous l'ai dit, la technologie, l'intelligence artificielle, tout dépendra de l'usage que vous voulez en faire.
Si vous l'utilisez à profit, donc il sera à votre service. Mais si vous l'utilisez mal, ce sera un véritable monstre que vous aurez lâché dans la nature. Bien. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le fameux Frankenstein. Bien. Et Frankenstein, je n'ai pas besoin de vous le définir ou de vous le présenter. En fait, il y a une question qui a été posée par Berne en 2021. Une question reste en suspens depuis 200 ans. Qui, du créateur ou de la créature, est le plus méchant? Parce qu'en vérité, qu'est-ce que vous constatez? Ce que le monstre n'aura jamais de nom, nous l'appelons Frankenstein, mais en vérité, Frankenstein, ce n'est pas le nom de la créature. C'est tout simplement le nom, le patronyme du savant. Vous voyez, c'est le nom du savant. Donc, le fait déjà que vous soyez anonyme, que vous n'ayez pas de nom, est-ce que vous allez avoir une personnalité? Si vous n'avez pas de nom, est-ce que vous existez pour le monde? Vous n'existez pas puisque nous sommes incapables de vous nommer, de vous présenter, de vous désigner. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? À peine ce mort vivant, puisqu'en fait il est à la frontière entre deux univers, s'est-il réveillé? N'oubliez pas, c'est sous l'effet de l'électricité. À l'époque, il y a 200 ans, l'électricité c'était quelque chose d'extraordinaire. Que son inventeur regrette déjà son expérience entre science et sorcellerie. Eh oui, est-ce que c'est de la science ou de la sorcellerie? Il préfère s'enfuir le plus loin possible. Le père a peur de son fils, son hideuse progéniture, parce qu'il sait que quelque part il a créé un véritable monstre. La collègue aura l'occasion de présenter Frankenstein beaucoup plus que moi. Moi, ce que je retenais dans Frankenstein, c'est quoi? Vous savez que la particularité de Frankenstein, c'est d'être un être puzzle. Pourquoi c'est un puzzle? Parce qu'il est fait en fait de chair, de cadavres, de différentes personnes, de différentes personnalités. Et forcément, il a un problème. Il ne sait pas quelle est son intériorité, puisqu'il est fait de différents morceaux. Et c'est un peu ce que nous retrouvons au niveau de notre pensée. Lorsque vous entreprenez une recherche documentaire, que ce soit pour les besoins de votre mémoire ou celui de la thèse, vous êtes obligé de consulter des documents, n'est-ce pas? Mais ces documents, ils sont disparates et vous êtes obligé d'en faire toute une unité pour que vous puissiez en profiter. Et là, qu'est-ce qu'il vous présente? Vous le connaissez, n'est-ce pas? C'est Prométhée. Prométhée, et dont le foie, à chaque fois, il est dévoré par l'aigle. Et Prométhée, et là, ce que nous dit de Miranda, mais il est déjà trop tard. On ne peut reprendre la connaissance à celui qui l'a acquise. Dans la mythologie gréco-romaine, en fait, qu'est-ce qu'il a fait, Prométhée? Il a vu que les dieux grecs étaient injustes, et par conséquent, qu'est-ce qu'il a fait? Il a volé le feu sacré. Le feu sacré pour le donner à l'humanité, pour que l'humanité puisse être autonome et indépendante. Mais attention, qu'on s'entende bien. Qu'est-ce que le feu sacré? Le feu sacré, c'est ce que nous retrouvons dans notre propre religion. Le libre arbitre, c'est le fait de décider par soi. Parce que le feu sacré, c'est toute la connaissance du mal et la connaissance du bien. Voyez, mais finalement, lorsque quelqu'un a appris quelque chose, est-ce que vous pouvez le reprendre? Ça y est, c'est trop tard. Bien, la technique est inscrite dans la nature humaine. Vous l'avez dit, l'être humain est obligé de se développer. Et tout à l'heure, je vous avais expliqué qu'il est important de maîtriser les concepts. Pourquoi? Parce que, je vous l'ai dit, le problème, c'est qu'avec une approche technocratique, le débat public a été écarté et en fait, c'est l'expertise scientifique. Sous prétexte que la science, elle va tout expertiser, c'est comme si on avait résolu tous les problèmes. Mais la technique, en fait, elle dépend de notre manière d'utiliser. Si le développement technique peut modifier l'homme, et s'il vous plaît, puisque vous êtes en langue, j'attire votre attention, on n'a pas dit que le développement technique modifie. On a utilisé un verbe de modalité. S'il peut modifier, c'est-à-dire qu'en fait, vous n'êtes pas sûr du résultat. S'il peut modifier l'homme, c'est parce que les machines tendent à devenir autonomes, mais parce qu'aussi on a mis ce développement au service d'une idéologie. Attention, idéologie pas au sens négatif politique, non. À chaque fois que vous exprimez, que vous formulez une idée, ça appartient forcément à de l'idéologie. Lorsque quelqu'un vous dit, par exemple, je suis apolitique, c'est une forme de politique aussi. Donc, à chaque fois qu'une idée est formulée, eh bien, ça appartient forcément à une idéologie. Quand on dit que le développement technique transforme les hommes, cela donne l'impression que la technique est douée d'une vie propre et qu'elle agit toute seule. Ce qui est totalement faux. Vous êtes des êtres humains doués de raison. La machine, elle est douée d'intelligence. Et qu'est-ce que être intelligent? Si vous revenez à la définition étymologique, ça vient du verbe latin intelligere. Et qu'est-ce que intelligere? C'est le fait d'être capable d'établir un lien, un rapport entre deux choses qui, au départ, en fait, ne présentaient aucun rapport particulier.
Vous voyez, lorsque vous avez par exemple un animal, une vache, un cheval, etc., enfermé dans un enclos, pourtant le cheval ou la vache voit quotidiennement le fermier comment est-ce qu'il la détache et comment est-ce qu'il la rattache, mais elle n'a jamais pensé à le faire par elle-même, ce qui n'est pas toujours vrai, remarqué. Donc c'est bien l'homme qui est à l'origine de la technique. Et là, encore une fois, pour attirer votre attention, j'ai utilisé des couleurs différentes. La technique n'est pas mauvaise, elle n'est pas bonne non plus. Elle n'est pas bonne non plus. C'est le principe sous lequel on s'en sert qui peut être mauvais. Et donc, tout simplement, ça dépend de votre intentionnalité, c'est-à-dire l'ensemble de votre attention. Ce qui est souhaitable, et ce n'est qu'un vœu, et vous le constatez, la plupart des citations que je présente, ce sont des citations d'opinion, donc qui n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs. Ce qui est souhaitable, c'est accompagner la technique d'une réflexion, d'une réelle réflexion, et ne pas voir dans le progrès technique seulement un salut pour l'humanité. Parce qu'attention, je ne sais pas si vous avez l'occasion de lire Alexis Carrel, Rostand aussi, lorsqu'on avait écrit L'homme c'est inconnu. À un certain moment, qu'est-ce que nous dit? L'humanité s'est retrouvée à un carrefour. Il y avait deux voies à prendre. Soit on suit la voie spirituelle, soit on suit la voie matérielle. Et malheureusement ou heureusement, ça dépend. En fait, au lieu de s'adonner davantage à la spiritualité, l'humanité s'est engagée dans la voie du matérialisme. Et forcément, ce que nous faisons à l'heure actuelle, toutes nos inventions sont en relation avec le matérialisme. Vous voyez, ce qui est tout à fait dommage quelque part. Bien, si nous pouvions nous dépouiller de tout orgueil, c'est une condition. C'est une hypothèse. Si pour définir notre espèce, nous en tenions strictement à ce que l'histoire et la préhistoire nous présentent comme la caractéristique constante de l'homme et de l'intelligence, nous ne dirions peut-être pas Homo sapiens, mais Homo faber. Même si l'Homo faber a précédé l'Homo sapiens. Et là, ce que vous constatez, c'est que l'Homo sapiens, c'est l'homme sage, alors que l'Homo faber, c'est tout simplement l'homme qui fabrique. En nous adonnant davantage à la technologie, nous avons écarté l'Homo sapiens et nous sommes revenus justement à l'Homo faber. En définitive, l'intelligence, envisagée dans ce qui en paraît être la démarche originelle, est la faculté de fabriquer des objets artificiels, en particulier des outils à faire des outils, et d'en varier indéfiniment la fabrication. Et tout à l'heure, j'avais parlé du golem et du Frankenstein. Cette fois-ci, ce qui m'intéresse, c'est l'araignée et l'abeille, parce qu'elles nous en apprennent davantage. Pour qu'il est technique, il faut que la conscience pose un but à atteindre, un objet à produire, par exemple, et qu'elle mette au point des moyens et des outils pour y arriver. En bref, il faut qu'elle ait une représentation de ce qu'elle doit faire. Et là, une araignée fait des opérations qui ressemblent à celles du tisserand. Voyez? Et l'abeille confond par la structure de ses cellules l'habileté de plus d'un architecte. Mais ce qui distingue dès l'abord le plus mauvais architecte et l'abeille la plus experte, c'est que l'architecte a construit la cellule dans sa tête avant de la construire dans la ruche. C'est pour cela qu'en fait, c'est un problème de représentation. Et c'est pour cela qu'en tant qu'étudiant, avant d'entamer votre thèse de doctorat ou votre mémoire de recherche, on vous demande un avant-projet ou un pré-projet. Parce que c'est une première représentation, c'est une première esquisse du travail qui vous attend. Et donc là, c'est la mise en avant tout simplement de la technique machiniste, toute la technique qui met en valeur la machine. Donc la technique aurait pris son autonomie d'évolution et serait devenue une créature monstrueuse. J'utilise le conditionnel. On est prudent, ce n'est pas une affirmation, ni gratuite ni certaine. Échappant à son créateur, voilà le lieu commun qu'on voit partout répété aujourd'hui. L'humanité ne se sauvera pas sans mesurer ce qu'elle doit à la technique qui la met en péril. Tout dépend de l'usage que nous voulons faire de la chose. Toutefois, l'interrogation essentielle porte sur le fondement technique de l'humanité, c'est-à-dire le rapport entre les outils et les mots. Et là, nous revenons justement au domaine de l'enseignement apprentissage des langues. Donc, entre Homo faber et Homo loquens. Vous voyez, Homo faber, on l'a dit, c'est l'homme qui fabrique. Homo loquens, c'est celui qui a une certaine éloquence, donc cette rhétorique au niveau du langage. L'outil humain, bien entendu, apparaît en premier lieu indissociable de l'universalité du concept et de la disponibilité du mot. Pour quelle raison? Parce qu'attention, pour que l'être humain puisse communiquer, il a besoin de la langue, n'est-ce pas? Il a besoin de la langue, sauf que parfois, il ne faudrait pas succomber à la rumeur. Et la rumeur, finalement, qu'est-ce qu'elle vous dit? Écoutez bien.
quelqu'un a dit qu'un muet aurait dit à un sourd, vous voyez, qu'un aveugle le regardait. En fait, ce sont les 7 aveugles qui sont au contact d'un éléphant, mais qui n'ont pas été capables de le voir. C'est-à-dire que finalement, ce qu'avait dit le Mahatma Gandhi, il est possible que chacun d'entre nous, pris individuellement, ait raison. Mais il faudra envisager l'autre possibilité. C'est que même si chacun d'entre nous, individuellement, a raison, tout le monde a tort. Parce que chacun, voilà, il a touché la trompe, il pense que c'est un tuyau. Il a touché la queue, voilà ce qu'il a. Mais personne, dans leur ensemble, ils n'ont été capables de faire la synthèse et de se dire, attention, c'est un éléphant. Ils n'en avaient pas les moyens. C'est pour cela aussi, ce que je vous demande, surtout en ce qui concerne l'intelligence artificielle, au niveau de nos réflexions, au niveau des discours scientifiques, nous avons tendance à développer. Soit nous adoptons une approche analytique, soit c'est une approche synthétique. Mais en vérité, ni l'une ni l'autre n'est assez correctement employée. Si nous voulons avoir une vision claire des choses, il faudrait avoir une échelle macro. À ce moment-là, ce n'est ni l'approche analytique qui est moindre, ni l'approche synthétique qui est plus développée, mais une approche beaucoup plus globale qui est l'approche systémique. Vous voyez, on l'envisageait dans le système. Donc, pour qu'un énoncé puisse se faire reconnaître comme une norme éthique ou une vérité théorique, il doit dépasser le test de la confrontation des argumentations qui oblige à intégrer le point de vue des autres. Voilà, je vais m'arrêter, c'était très rapide pour vous inciter davantage à réfléchir. Et puis, finalement, ce que je vous ai dit, vous en faites ce que vous voulez, vous êtes libre. Voilà.